Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. En quête d'un avenir meilleur, au péril même de leur vie, les migrants se multiplient en Méditerranée. Cependant, malgré de nombreux naufrages, les candidats au départ semblent ne pas se décourager. D'aucuns vendent tous leurs biens, maisons, terrains pour s'offrir les services des particuliers afin d'obtenir un visa pour l'Occident. Aujourd'hui, nous parlons de l'Occident à tout prix. Les amis du club sont avec moi, comme d'habitude, pour traiter ce sujet d'actualité. Bonjour, chers amis du club. Bonjour, Inel. Comment allez-vous? Très bien. Alors, la première question que je veux vous poser de la part de nos téléspectateurs est la suivante. Pourquoi y a-t-il autant d'Africains qui décident de quitter leur pays? Toutes les raisons à leur départ sont-elles fondées? Alors pour commencer, j'aimerais rappeler que la liberté d'aller et venir est une liberté protégée, d'abord consacrée et protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que tout le monde a le droit d'aller et venir. Tout le monde a le droit d'aller et venir. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit d'aller et venir. Donc c'est une liberté. C'est une liberté fondamentale. C'est une liberté fondamentale. Alors à cela, il faut donc comprendre que Monsieur Renel, vous avez le droit d'aller et venir tant que cela ne va pas à l'encontre des traités internationaux et des lois établies dans chaque État. Alors, la question de savoir pourquoi les Africains se dirigent toujours vers l'Occident. Alors, il y a plein de raisons à ça. Alors, moi, je vais citer notamment le travail. Le travail, dans le sens des conditions de travail. Alors, les Africains estiment que les conditions de travail que nous avons ici en Afrique sont de loin inférieures à celles que nous avons en Europe. En parlant des dites conditions, je ne vois pas seulement l'aspect rémunération. Il ne faut pas seulement voir l'aspect rémunération. Également, je vais également dire le suivi du salarié, par exemple. Alors en Afrique, ce qu'il y a, c'est que non seulement d'aucuns disent que les rémunérations sont soit trop moyennes, soit insuffisantes. Il faut également comprendre que le suivi au niveau des différentes administrations qui entourent les droits du salarié ne sont pas respectés. Je prends par exemple le suivi des dossiers des travailleurs. Par exemple, soit en contentieux, soit en formation de contrat au niveau des inspections, au niveau des administrations telles que l'inspection du travail. Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, les corps de syndicats en Europe sont bien plus efficaces que ceux en Afrique. Alors là, je suis en train d'exclure en fait les conditions pécuniaires. C'est pour dire que, de manière générale, travailler en Europe offre aux salariés, offre à l'individu des conditions de vie plus adéquates de manière générale. Et ça, nous l'avons constaté, nous avons vu certains témoignages, voilà, personnels ou médiatiques, qui justement confortent cette position. Et donc ça signifie que à ce niveau-là, on voit que c'est fondé. C'est fondé de quitter son pays pour aller travailler, chercher du travail en Occident. C'est fondé par rapport aux raisons évoquées. Justement pour les raisons professionnelles et d'autant plus lorsqu'on constate que les conditions de travail au Congo, je suis cette année au Congo, mes conditions de travail ne sont pas bonnes. Et j'établis un projet pour l'année prochaine. Je dis non, mes conditions ici ne sont pas bonnes. J'irai voir en Europe. Alors assurez-vous que dans 90% de ces cas, l'on constate au final que une fois que j'arrive en Europe, mes conditions de travail là-bas, sont bien meilleures qu'ici en tout cas. Alors moi, pour cette raison, j'aimerais dire aussi que tous ceux qui vont en Occident n'ont pas forcément les bonnes conditions de travail. Quand on est encore en Afrique, on pense se retrouver en Europe dans un fauteuil, dans un salon. Mais pour avoir vécu là-bas, je sais que beaucoup de personnes sont prêtes à faire des métiers qu'ils refusent en Afrique et sont prêts à le faire en Occident. Alors, je vais avoir quelqu'un qui quitte son bureau ici et qui va devenir un maître chien.
il est bien payé, mais c'est un maître chien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui attrape des chiens en Europe, des gros chiens qui font peur. Donc, souvent aussi, les Africains sont prêts à aller faire ce qu'ils refusent de faire en Afrique. Donc, il n'y a pas que ça. Moi, je pense que les gens en Afrique pensent que tous les métiers en Europe sont mieux. Et une fois arrivés là-bas, ils se rendent compte, en fait, qu'ils deviennent soit ils surveillent les vieux. Non, il y a beaucoup d'Africains qui partent en Europe et qui n'ont pas le boulot de rêve. Donc, je pense qu'ils ont des raisons au départ, mais est-ce que ces raisons, une fois arrivés en Occident, on est content? Il y a aussi des gens qui sont partis, mais parce qu'ils n'ont pas le niveau d'études, sont obligés de réétudier pour trouver un autre métier. Et ils perdent 4 ans en train d'étudier une autre matière, une autre filière. Donc, c'est vrai que quand on est en Afrique, on se dit que c'est une bonne raison, mais est-ce que la réalité sur place est vraie? Donc, on comprend que la réalité n'est pas forcément vraie par rapport à Madame Guibila. Cher ami du club, vous pensez pourquoi les Africains quittent leur pays? Est-ce que les raisons justifiant leur départ sont toutes fondées? Alors moi je dirais aussi quelque chose par rapport à ce que, par rapport à ce déplacement massif. Il faut aussi voir un aspect. Nos pays, et nous sommes au Congo évidemment, les pays africains sous-développés, nous avons aussi un problème d'opportunité d'emploi. En réalité, on a parlé de conditions de travail, de cadre de travail, mais l'aspect opportunité, on n'a pas assez d'opportunités. C'est-à-dire que bon, tu vas chercher, mais tu n'en trouves pas. Et comme venait de dire Madame Guibila, évidemment, vous trouvez du travail, mais quel type de travail? Au moins, il y a des opportunités. Et si je vais aller dresser un chien, c'est tant mieux. Au moins, je vais avoir de l'argent. Que je reste chez moi, ici, j'ai peut-être des enfants, je vais payer un loyer, mais je ne fais rien. Il n'y a pas d'opportunité. Mais si on dit à un Congolais de venir dresser un chien, il refusera de le faire en Afrique. C'est ça aussi. Évidemment. Quand il va là-bas, il devient même croque-mort. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, en fait, c'est vrai tout ça, mais il y a des opportunités. Alors, donc, ces opportunités, les gens se disent, écoutez, tant mieux, au lieu de rester ici sans rien faire, je vais travailler quelque part. Le temps passe. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Tu vas attendre 10 ans, tu n'as pas de boulot, mais tu traînes les pieds, ou alors que tu peux être en mesure d'aller laver des morts quelque part. On comprend qu'ils font pas forcément du travail noble, quoi. Voilà. Moi, j'ai identifié aussi une autre raison pour lesquelles ils partent. Il y a des personnes qui disent là-bas le cas des affaires est meilleur. Donc, il vaut mieux aller investir en Europe parce qu'en Afrique, c'est compliqué. Ils préfèrent aller là-bas. Alors, est-ce que cette raison, elle est valable? Est-ce que je pars en Occident parce que je veux aller investir? Alors, ce que je peux répondre à cette remarque, cette raison, c'est que le critère, en fait, les critères pour choisir un pays où investir ne sont pas seulement des critères dont je sens que ça va aller. Il y a des critères qui sont par exemple, le Doing Business. Et je crois que la Banque mondiale a sorti un rapport de 2019 qui a montré que le Rwanda, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Kenya ont même des critères de Doing Business qui est plus élevés que les puissances économiques. Donc, en Afrique, il y a des pays africains qui ont un cadre d'affaires propice. Donc, en fait, faut pas qu'on soit... moi, je suis un peu dérangée qu'on pense que en Afrique, tout est mauvais. J'aime pas bien qu'on dise ça parce que il y a aussi des pays qui se sont distingués. Donc, c'est à nous de développer ces critères, de connaître ces critères. Par exemple, quand je choisis d'investir dans un pays, je vais regarder la démographie, la taille de la population, je vais regarder le niveau de corruption, je vais regarder la main-d'œuvre qualifiée. Par exemple, au Canada, on ne peut pas investir parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, elle est vieillissante. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent de regarder un pays, de dire, OK, ce pays-là, c'est un pays où je peux investir. Et l'île Maurice est l'un des meilleurs pays africains où on peut investir aujourd'hui. Bien, quant à moi, je crois que je vais simplement apporter une expérience. Nous avons eu un projet et dans ce projet, nous avons parlé des migrations congolaises. On s'est aperçu qu'il y avait 140 000 Congolais à l'étranger, 28 740 en France et ils partaient souvent, ce n'est pas dans le cadre de s'installer, hein, mais ce sont des migrations. À tout prix en Occident, ils allaient là-bas pour des raisons de santé, parce qu'il y a des gens qui ont de ces maladies qui nécessitent qu'il y ait vraiment un suivi médical que nous n'avons pas encore ici. Des soins de qualité. Des soins de qualité. Par exemple, les dialyses, ici, c'est à peine, hein. Je ne sais même pas si c'est encore performant ou quoi. Bon, il y a ceux qui allaient pour des raisons d'affaires,
même si aujourd'hui, ils vont maintenant un peu plus vers Dubaï. Il y a ceux qui allaient pour des raisons d'études, parce que notre université n'a pas tous les cycles de formation. Et quand ils arrivent là-bas, on a formé un cadre, bon, ils préfèrent rester là-bas que de revenir travailler pour le développement de son pays. Donc, ça, ce sont des migrations temporaires. Et elles sont temporaires, soit parce que le CHU n'a pas l'IRM, n'a pas la dialyse, ainsi de suite. Bon, voyez-vous, il y a un peu toutes ces raisons-là. Mais là, c'est pour l'immigration temporaire, pas pour s'installer comme disent les autres. Mais les raisons de santé sont très fondées. Vraiment, elles sont justifiées. Elles sont et on a vu des gens qui ont commencé par aller pour des raisons de santé et qui sont restés parce qu'il fallait un traitement et un suivi à long terme. Exactement. Donc, ça peut être des migrations temporaires, mais qui deviennent après définitives parce que le traitement est sur le long terme. Alors, parmi toutes ces raisons justifiant justement leur départ, il y a aussi un aspect assez particulier. On parle de comment finalement éviter la fuite des cerveaux africains en Occident. Parce que nous constatons qu'il y a des personnes qui sont qualifiées ici, qui travaillent ici, mais du jour au lendemain décident finalement d'aller plutôt s'installer en Occident et ils vont y rester, fonder une famille, vivre définitivement dans ces pays. Alors comment faire pour remédier justement à cette fuite des cerveaux? Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui travaille ici, décide de s'installer définitivement en Occident, c'est parce que cette personne recherche des meilleures conditions de vie pour elle et sa famille. Donc, je pense que la raison des conditions de vie est celle-là même qui justifie le départ des cerveaux, en fait. Il se dit, je suis au Congo, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas les écoles des sons. Donc, moi, je préfère donner un bon niveau de vie à ma famille. Donc, si nous voulons les retenir, il faudrait qu'on travaille au moins à mettre les conditions de vie en interne pour que ces personnes-là qui ont des cerveaux soient au moins dans les bonnes conditions. Parce que pour avoir de l'eau, pour avoir du courant, c'est difficile. Donc, du coup, je me dis, mais avec 500 000 francs par mois, je peux avoir une maison, de l'eau, une maison correcte, tu vois. Donc, je pense que ces cerveaux ont besoin de bonnes conditions de vie pour rester, d'abord. Alors, les bonnes conditions de vie pour rester, parce que je donne un exemple. Il y a, par exemple, au Canada, précisément au Québec, lorsque les étudiants sont admis dans un programme, dans une école au Canada, il y a des petits messages que l'immigration québécoise envoie aux étudiants pour leur dire, par exemple, de dessiner votre avenir au Canada, devenez des citoyens québécois. Mais cela constitue aussi, j'ai envie de dire, l'un des moyens qui retient justement nos étudiants, nos élites en tout cas de demain, de rester finalement en Occident et ne pas revenir au pays. Mais comment faire pour les convaincre, ceux-là, de revenir au pays? Bien. Il faut d'abord dire que le Canada n'a que 34 millions d'habitants. C'est un pays qui est bon, c'est un exemple spécifique. Oui, hein, voilà. C'est un exemple spécifique. C'est un pays qui est très petit, disons un petit État des États-Unis ou une province des États-Unis. Et non, là, vous parlez du Québec parce que on parle en termes de superficie. Oui, là, vous en population. Là, en termes de population, c'est un grand pays. Oui, mais en termes de population, c'est comme une province des États-Unis. Oui, parce qu'ils sont à peine un peu plus de 35 millions. Là aussi, je crois que nous pouvons profiter. C'est vrai que nous ne voulons pas que les gens aillent mourir à Lampedusa, hein, mais nous avons constaté que dans ces migrations-là aussi, il y a parfois un effet un peu positif lorsque les migrants qui sont installés là-bas réinjectent de l'argent dans le développement ici. Je sais pas si les amis partagent cet avis, mais je sais pas. Mais nous parlons surtout mais comment les faire revenir en fait? Comment les faire revenir? Moi, je pense qu'il par la création d'emplois stables. Parce que quand on va on étudie, c'est pour avoir un boulot après. Tout à fait. Alors si moi je vais étudier dans un pays étranger et que dès la première année on me propose un boulot, je me dis pourquoi risquer, pourquoi refuser et aller être dans la liste des chômeurs ou des chercheurs d'emploi. Donc je pense que nous devons peut-être ici en Afrique avoir un suivi, je sais pas, parce que d'autres partent avec des bourses. Il faudrait que ces bourses soient accompagnées d'une proposition d'emploi et un suivi de nos étudiants qui sont allés avec des bourses étrangères. Ouais. C'est comme ce qu'on appelle la formation emploi. Alors, c'est un exemple que je donne, quelqu'un qui part avec une bourse d'études, par exemple en pharmacie ou ça, qu'il ait déjà un accompagnement, un projet d'entreprise. Donc, dans 5 ans, quand tu viendras, voici l'entreprise qui te recevra, voici, tu vois. Donc, il part avec la bourse d'études et une promesse d'emploi dans son pays originel. Alors, quand il irait au Canada, par exemple, ou dans notre pays, et on lui dira,
Tu restes ici? Non, je suis venu avec ma bourse et j'ai déjà un travail qui m'attend. Il repartira. Mais s'il n'y a pas une proposition de travail dans son pays, il ne peut pas être chômeur, en fait. Donc, je pense qu'on doit avoir ce mécanisme de formation emploi plus récurrent en Afrique pour que ces gens ont le désir de revenir. Voilà. Je voudrais aussi dire que, évidemment, ce que Madame Guila dit est vrai, mais ce que j'ai envie de dire un peu plus, c'est que si nous regardons l'exemple d'un pays comme le Japon, en 45, c'est un pays en lambeaux, 1945. Aujourd'hui, le Japon, nous connaissons la position économique du Japon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pouvez envoyer des gens à l'extérieur, dans des pays occidentaux, mais qu'ils se forment et qu'ils reviennent construire le pays. C'est pas pour rester là-bas. Après, vous sous-développez vos propres pays. Mais les Japonais sont revenus, ils sont partis avec des missions claires, ils sont revenus. Aujourd'hui, le Japon, c'est une grande puissance économique. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je pour suis qu'ils d'accord reviennent? avec vous, Monsieur Mabao. Voilà. Mais à partir du moment où les perspectives d'emploi ne sont pas réelles sur le pays, au pays où vous allez, je ne vois pas l'intérêt de revenir dans mon pays. C'est pour ça que ça doit être encadré, comme Moi, j'ai dit Madame eu le Je cas. Guila, crois c'est qu'il que, faut. madame, ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il faut. Parce que quand un ingénieur en développement rural sort, par exemple, de notre pays, Oui. investir, c'est au moins, bon, avoir un tracteur, le champ et tout cela, c'est au moins 15 millions. Mais quand il sort de là, l'État congolais n'a pas cette politique de fin de formation avec projet d'emploi. Et à partir de ce moment-là, si nous changeons un peu la donne au niveau de la formation à l'université, nous aurons des gens qui vont se dire, oui, écoutez, moi, je peux rester dans mon pays, produire, mais alors que lui, lorsqu'il sort de l'université, il n'a pas d'argent pour entreprendre. C'est clair. À cela, moi, j'aimerais ajouter que tout dépend également, parce qu'il faut le dire, tout dépend de la volonté politique. Mais bien sûr. Il peut y avoir des d'ailleurs. pour l'éducation. Toute politique est assise sur 3 piliers pour le développement d'un pays. Nous devons fortifier l'éducation. Il nous faut fortifier la santé. Il nous faut fortifier l'employabilité, parce que Bien ça, sûr, justement, c'est une question, que vous avez tous évoquée. C'est une question très importante. Nous n'avons pas assez d'agences de promotion des emplois. Ouais, alors, c'est ce qu'il faut réellement ici en Afrique, parce que vous remarquerez que nous avons une seule agence. Nous avons, je veux citer l'actuelle Exonemo. Ici au Congo, bien sûr. Ici au Congo. Elle s'occupe de tous ces aspects en même temps. La promotion de l'emploi, on va dire le placement des salariés, on va dire l'enregistrement des contrats de travail, ainsi de suite. Elle fait tout. Actuellement, ça s'appelle ACP. Alors, pour une population, même des plus moindres, alors une seule telle organisation étatique ne peut pas couvrir toutes les attentes des citoyens. Il faut, je crois, aussi ajouter le cadre de vie, comme je disais. Oui, le cadre de vie. À certains moments, le cadre de vie est difficile. Je suis parfois surpris lorsque je vais sur Facebook et autres, on montre les images de tel pays. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu réaliser ces jardins bien fleuris là-bas et puis ces routes qui sont bien entretenues? Alors, chez nous, le cadre de vie parfois fait désespérer. Les gens se disent, écoutez, délestage aujourd'hui, je préfère aller à vie. Est-ce qu'on peut s'offrir ce cadre de vie si j'ai un boulot? Par exemple, quelqu'un qui a un salaire peut s'offrir ce cadre de vie comme s'il dépend. Moi, je suis arrivée au Congo et je suis allée à Chikobo et je croyais que j'étais aux États-Unis. Donc, un cadre de vie peut s'offrir si j'ai un portefeuille. Donc, si l'emploi est résolu, chacun pourra s'offrir. Par exemple, il n'y a pas de courant, je m'achète un groupe. C'est vrai que c'est difficile, mais je peux m'offrir ce cadre de vie. Donc, je pense que la priorité, c'est l'emploi. Et après, chacun s'offrira le cadre de vie plus cher. D'accord. On comprend que, du moins, parmi les raisons pour faire revenir justement ces cerveaux qui s'en vont, même les étudiants qui partent et qui ne reviennent pas, il y a le cadre professionnel qu'il faudrait revoir. Mais non, selon certaines personnes, le cadre des affaires est bien plus promoteur en Occident, afin du moins d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Il est important de savoir qu'est-ce qui donc fait défaut dans nos pays africains. Qu'est-ce qui fait défaut? Je crois que madame la corruption. Oui, je pense que la corruption, parce que dans un pays où la corruption est très élevée, c'est difficile.
le problème d'infrastructure. Voilà, l'infrastructure, ça. Le port, le transport, les voies terrestres. Il y a aussi la main-d'œuvre qualifiée. Oui. Ce qui fait des fois en Afrique, c'est l'absence d'information commerciale. Donc, on n'a pas d'information. Alors, tu veux lancer un produit, tu te dis, comment les personnes consomment, tout est secret. Je me rappelle une fois, je faisais une étude et je voulais savoir le nombre d'entreprises qui ont fermé depuis la crise pétrolière. Et j'avais l'impression que je demandais une information, un secret d'État. Ah oui. On me dit, madame, je dis là, pourquoi? Je dis, mais c'est l'information dont j'ai besoin pour faire une conférence. Mais c'est comme si je demandais le président à quel âge, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, on n'a pas d'information pour prendre des décisions commerciales. Oui. Et la corruption. Ouverte. Voilà. Tout est secret, tout fait peur, alors qu'on a besoin d'informations pour investir dans un État. Donc, je pense que c'est ce qui est très capital, les infrastructures, et il n'y a pas aussi une diversité de l'économie, parce que on a, dans beaucoup de pays africains, on est juste dans le pétrole. Alors, par exemple, à l'île Maurice, ils ont tout. Le textile est ouvert, l'industrie. Et il y a aussi le système financier. En fait, il y a beaucoup de défauts en Afrique, il y a beaucoup de manque en Afrique, beaucoup. Il y a beaucoup de défauts en Afrique, ce qui fait que finalement, ce n'est pas un cadre idéal pour investir. Ne dites pas ça, monsieur. L'Afrique n'est pas seulement le Congo. Par exemple, en Afrique, vous avez cité il n'y a pas longtemps. Le PIB est à $6,200 par personne. Donc, l'Afrique n'est pas que le Congo. Alors moi, je me dis, l'Afrique, c'est plusieurs pays réunis qui font l'Afrique. Et si quelques Africains ont réussi, on peut réussir. Donc l'Afrique n'est pas que le Congo. Je suis d'accord avec vous. Alors, que pensez-vous finalement de cette affirmation? Là, on dit que l'Afrique n'a pas des moyens, mais elle a du potentiel. Que pensez-vous de cette affirmation, cher ami du club? Moi, je dirais en tant qu'entrepreneur, excusez-moi pour me séparer, que c'est pas parce qu'il y a rien qu'il n'y a pas de potentiel. On peut être dans un désert, mais avec des mines d'énergie cachées. Donc, l'Afrique est encore, c'est comme si c'est comme l'Europe il y a 50 ans ou 100 ans. Donc, pas parce que rien n'est fait qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, la virginité de l'Afrique n'est pas un obstacle, mais plutôt une opportunité. Voilà ce que je peux dire. D'accord, donc... Opportunité, oui, parce qu'aujourd'hui, on va dire que dans les décennies qui vont venir, l'Afrique, en tout cas, sera au cœur des grandes batailles économiques de cette planète. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'Afrique a un gros potentiel. On va dire... juste vous donner des petits exemples. Il y a une multinationale qu'on appelle Areva au Niger. Nous avons de l'uranium. Les pays d'Afrique centrale et même maghrébins, c'est le pétrole. En dehors de ça, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui vous produisent le cacao, comme c'est le premier producteur mondial du cacao. Mais s'il vous plaît, on ne fait rien de ce cacao, sinon on envoie ça en Occident. C'est des grandes entreprises là-bas qui transforment, qui nous renvoient le chocolat, mais c'est pas possible. Donc, l'Afrique a un gros potentiel. Mais elle manque des moyens. Maintenant, il faut repenser, voilà, elle manque d'hommes, voilà, bien qualifiés, qui peuvent se tenir debout et enclencher un grand développement de ce continent. Donc, je pense qu'il nous faut, évidemment, c'est pas impossible, c'est possible. Maintenant, il faut, comme on a dit, se donner les moyens, se réinventer. L'Europe, il y a peut-être 100 ans en arrière, mais qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Les Américains, ils ont fait quoi? Ils sont allés quand même vers la côte atlantique. Ils sont arrivés, il y avait des peuples là, mais aujourd'hui, regardons ce qu'ils sont. Donc, c'est possible, l'Afrique. Moi, je crois à l'Afrique et je pense que c'est possible. C'est qu'en fait, il faut aussi qu'on aime l'excellence. Parce qu'en Afrique, on a ce principe-là. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon cousin. Donc, on est capable de prendre quelqu'un parce que juste c'est le frère. Donc, les compétences sont là-bas parce qu'ils n'ont pas de relation peut-être avec quelqu'un d'autre. Je pense que si on ouvre à l'excellence, les excellents viendront. Parce qu'on a trop de familiarité. Moi, je prends celui-là parce que c'est le cousin de ma cousine, de mon cousin, de mon cousin. Laissons ces critères de famille et cherchons les compétences. Alors, les compétences viendront parce qu'il y a l'opportunité. Alors moi, je dirais que parler de potentiel, parler de potentialité, déjà, c'est ce qui a trait à nos différentes ressources. Alors, les ressources sont, on peut parler de manière générale de ressources naturelles, de ressources matérielles, ainsi de suite. Mais les ressources dont on parle ici, c'est que tout à l'heure, je venais de suivre Monsieur Mabaou parler de qualification. Alors la qualification, c'est pas ce qui manque en Afrique. Il y a des personnes qualifiées. Et si par le plus grand hasard, on trouvait des personnes qui ne sont pas qualifiées, alors la formation existe. Alors là, je rejoindrai justement l'aspect de la fuite des cerveaux parce que certaines qualifications nécessitent
l'apport, on va dire, de la formation occidentale, forcément. Nous avons des moyens matériels ici, nous avons des industries avec des machines assez spécialisées, dont aucun Africain n'a suivi la formation adéquate justement pour l'utilisation de ces machines. Nous pouvons importer en fait les compétences, mais juste à court terme en fait, à court, on va dire à court ou moyen terme, pour se former et ramener la compétence ici. Alors là, il faut poser des garde-fous. Il faut poser des garde-fous. Alors les individus, les citoyens doivent savoir que s'ils sont envoyés en Europe pour une formation spécifique, l'apport doit à tout prix bénéficier à l'Afrique de manière générale et à nos États respectifs. Ouais, c'est très important. Alors, le temps nous est imparti. Nous allons quelques conseils, chers amis du club, pour ces Africains, en particulier ces jeunes qui voudraient partir, en tout cas pour l'Occident et ne plus revenir malheureusement. Quelques conseils pour ces personnes qui nous regardent, ces téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt. Bien, il faut d'abord avoir foi dans son pays et chercher à creuser sur place. Hein, c'est un peu comme le laboureur et ses enfants. On ne sait pas qu'en dessous, il y a des minerais. Bon, voilà, on se dit l'Eldorado, c'est ailleurs, alors qu'ici même, on peut trouver des opportunités. Et avec le peu qu'on peut avoir ici, vu les coûts qui sont presque faibles, par exemple, dans l'agriculture, on a constaté, par exemple, que depuis un certain temps, maintenant, nous mangeons des fruits, des pastèques et des melons qu'il n'y avait pas ici, mais il y a eu des gens qui se sont investis là-dedans et puis qui aujourd'hui se font des petits revenus. Donc, il y a quand même des potentialités et des opportunités qui peuvent faire que, en fouillant ici même comme des fourmis, on peut trouver de quoi faire son existence ici. D'accord. Des conseils? Tout à l'heure, moi je vais quand même me permettre pour clôturer. Tout à l'heure, on avait dit que nous avons convenu tous ici qu'en réalité, il y a un gros potentiel dans notre continent et particulièrement dans nos pays. Maintenant, il faut jouer quand même sa partition en tant que fils du pays. C'est bien de partir, mais notre pays quand même, c'est là où nous sommes nés, nous sommes sortis d'ici. Et moi, je pense qu'on a besoin de se battre. On a besoin de se battre sur place, à créer de la valeur, à créer de la richesse. C'est possible. Parce que autrement l'État va s'arrêter quoi. Non, il faut qu'on travaille. Nous sommes nombreux. Moi personnellement, j'ai décidé en tout cas de rester dans mon pays, d'y travailler et de trouver des opportunités parce qu'il y en a. Moi, je dirais au public qu'on peut être heureux en Afrique. Il suffit de croire d'abord et de penser que nous sommes tous des contribuables. On peut participer. Dans une entreprise, il n'y a pas que le chef qui doit impacter. Nous tous, nous avons un rôle à jouer. Que je sois ménagère, femme au marché, je dois participer. Alors, soyons responsables de notre Afrique. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour finir, moi, je dirais simplement que on pense à soi. En Afrique, on pense beaucoup à soi. On ne pense pas à l'avenir des autres. Alors, on va dire que généralement, je vais prendre un exemple très rapidement. Généralement, lorsqu'on termine ses études, on dit, écoute, moi, je vais aller travailler chez Total. Tout est déjà acquis chez Total. Alors qu'on a une opportunité, on a l'opportunité d'être embauché par une entreprise qui est en pleine croissance. Et le travail, c'est de tout donner afin que cette entreprise devienne comme Total, par exemple. On veut ce qui est acquis, on veut l'Europe parce que tout est acquis. On ne veut pas travailler justement pour arriver à ce niveau. Et tant que nous ne le ferons pas, je vous garantis que les flux migratoires ne vont jamais cesser. Il faut le riz qui a déjà cuit. Alors, merci de nous avoir suivis, fidèles fidèles spectateurs, j'ai envie de dire. Et je remercie en tout cas ce beau cadre qui nous a accueillis, l'hôtel Le Lys. Et je vous remercie, chers amis du club. Merci pour votre présence. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro et nous vous disons tous au revoir.